Et moi, j'avais pensé que c'était deux anthropologues, deux fauteuils. Alors, comment les fauteuils sont venus des chantres, je l'ignore. Mais enfin, voilà. C'est les magies de la traduction. Voilà. Alors, autre chose, pour ne pas vous décevoir, je vous dis tout de suite que, bien que je vais parler de Girard et de Mosse, je ne parlerai à peu près pas du don, ou peut-être même pas du tout du don, et pas du tout du sacrifice. Alors, voilà, donc vous êtes prévenus. Alors, Mosse et Girard partagent au moins la caractéristique de n'avoir pas été des anthropologues de terrain. Girard encore moins que Mosse, lequel a fait un court voyage au Maroc et, dans ses écrits, se réfère souvent à son expérience de la guerre comme source de savoir anthropologique. Ainsi, dans son texte sur les techniques du corps, comme exemple du fait que les outils ou instruments sont associés à des techniques du corps particulières, il écrit, je cite, « Pendant la guerre, j'ai pu faire des observations nombreuses sur cette spécificité des techniques, ainsi celle de bêcher. Les troupes anglaises avec lesquelles j'étais ne savaient pas se servir des bêches françaises, ce qui obligeait de changer 8000 bêches par division lorsque nous relevions une division française, et inversement. Les soldats anglais étaient incapables d'utiliser les bêches françaises à manches longs, et les Français ne savaient manier les bêches anglaises à manches courts et poignées. En fait, on pourrait défendre l'idée que malgré son manque d'expérience de terrain, plutôt que retardataire, Mosse était en avance de son temps. Alors que les tenants de l'anthropologie sociale, ou de l'école anglaise, si on peut dire, arguaient qu'il était indispensable que l'anthropologue soit dépaysé, qu'il aille chez les autres, et s'immerge dans leur culture, et que cette expérience, ce véritable rite initiatique, était fondamental afin qu'il puisse juger correctement de la valeur des documents ethnographique, Mosse pensait que l'observation anthropologique peut se faire de partout, même depuis un fauteuil. En cela, sa position ressemble assez à ce qui est devenu l'anthropologie depuis 20 ou 30 ans, qui va de moins en moins chez les étranges étrangers, et lesquels se font d'ailleurs de plus en plus rares, et se tourne vers les hôpitaux, les prisons, les laboratoires de recherche, les casinos, les fermes laitières. À cet égard, il est significatif que Mosse ne renvoie jamais à son expérience de la guerre comme à une série d'anecdotes, mais toujours comme une source d'observation. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas ici d'auto-anthropologie, où l'anthropologue est lui-même son propre sujet, mais d'observation participatrice au sens habituel. Il y a plus selon moi. Si l'observation anthropologique peut se faire partout, elle doit aussi se faire de plusieurs manières différentes. Non seulement l'année sociologique prend en compte les travaux de nombreuses disciplines, l'archéologie, la psychologie, les études de folklore, la géographie, l'histoire et bien sûr la sociologie. De plus, comme le montre à souhait le manuel d'ethnographie, toutes les sources d'observation possibles doivent être sollicitées par l'ethnologue. La collection d'objets, les registres administratifs, la photographie aérienne, les codes populaires, les administrateurs coloniaux, les indigènes, les enregistrements sonores, les films, le dessin, etc. Ce qui frappe, ce n'est pas seulement le souci d'exhaustivité, d'être le plus complet possible, sur lequel Mosse insiste dès le début du manuel, mais aussi la diversité de ses sources et formes d'observation dont la valeur et la portée peuvent sembler bien différentes. C'est que Mosse reconnaît deux caractéristiques importantes aux phénomènes sociaux. Premièrement, qu'ils sont historiques, nous dit-il. Ils sont irréversibles et irrévocables. Il écrit irrejetables. C'est intéressant. Ils ont en ce sens ce qu'on pourrait décrire comme la dureté des faits et sont en conséquence indépendants des théories qui guident le regard qui les appréhende. Ces théories n'ont ici, dans l'observation ethnographique, qu'une valeur heuristique. Et je cite, les a priori, je cite donc Mosse, les a priori faux de l'école de Vienne, écrit Mosse, nous ont valu une belle moisson de faits. C'est très intéressant par rapport à toutes les théories, où les faits dépendent des théories. Hein. C'est pourquoi il ne faut pas s'inquiéter de ce foisonnement de moyens d'observation. Les théories fausses peuvent très bien nous conduire à des découvertes de faits irrejetables. Deuxièmement, les phénomènes sociaux sont à la fois des phénomènes et des faits, des phénomènes de faits et d'idéal, de règles. Or, une règle est un fait dont il est toujours possible de déroger. C'est pourquoi il convient de les approcher de plusieurs manières différentes afin de découvrir et de révéler les faits sociaux sous tous leurs aspects, ce qui est implicite dans la notion même de fait social
fait social total, il est par définition plusieurs manières différentes de l'approcher. Cette pluralité suggère enfin qu'il n'y a pas d'approche privilégiée, qu'il faut faire feu de tout bois. L'observation anthropologique ou ethnographique est ouverte à tout le monde et peut se faire n'importe où. Quelques principes simples y président. Se méfier d'observations superficielles et des jugements rapides. Ne pas tout croire, bien choisir les témoignages, éviter les jugements moraux, ne pas s'étonner ou s'emporter et tenter de s'intégrer le plus possible à la société qu'on cherche à décrire. Bref, se donner les conditions de jugement posé et bien informé. Ces conseils de bon sens ouvrent le manuel ethnographique avant de passer aux avantages des méthodes, de la méthode philologique, puis aux moyens d'observation qui occupent presque l'ensemble de l'ouvrage. L'anthropologue de fauteuil, ou si l'on préfère le sociologue, lui, collige et organise ses faits. Sur la base de ceux-ci, il élabore des théories qui sont parfois vraies, parfois fausses. Autre remarque de Moss, qui nous rapproche cette fois-ci de Girard, une autre remarque de Moss qui nous rapproche cette fois-ci de Girard, laisse entrevoir une dernière raison pourquoi on ne peut se satisfaire de l'observation de terrain. L'ethnographie comparée n'aura de valeur que si elle se fonde sur des comparaisons de faits et non de culture. Cette remarque nous rapproche de Girard parce que la méthode mise en œuvre dans La violence et le sacré consiste justement à comparer entre eux des faits semblables indépendamment des cultures différentes où on les rencontre et ou à trouver des similitudes entre des faits très éloignés dans l'espace et le temps ou en provenance de sociétés de type distinct, cueilleurs-chasseurs, royauté sacrée ou la cité grecque. Elle se fonde sur la comparaison des faits et non des cultures. Cette dernière remarque de Moss indique aussi clairement la limite de l'observation de terrain. Elle suppose en effet que les faits sociaux, par exemple le sacrifice, existent en essence indépendamment des cultures, ou du moins qu'ils puissent être isolés des sociétés où on les trouve et comparés entre eux directement. Faut-il en conclure qu'ils existent indépendamment des sociétés où on les trouve? Ça est loin d'être clair. Mais cela suppose qu'on est capable de les reconnaître pour ce qu'ils sont, un sacrifice, une prière, un don, dans les cultures différentes où on les rencontre, de même qu'on peut reconnaître un arc pour un arc, qu'il soit iroquois ou manchou. Cela suppose aussi que l'observateur de terrain, inévitablement, compare toujours et que nous avons tout à gagner à pouvoir comparer mieux et plus. Cet avantage comparatif est précisément ce qui fait l'intérêt de l'anthropologue de fauteuil. Ce n'est pas que sédentaire, le sociologue se refuse à observer, mais plutôt que l'observation n'est qu'un moment de la démarche scientifique de l'anthropologue de terrain, et que l'anthropologue de terrain même doit inévitablement en grande partie déléguer à d'autres. Girard. Contrairement à Moss, Girard n'observe pas. Et il ne semble pas, et il n'a pas, semble-t-il, de théorie de ce que l'observation doit être. D'ailleurs, on ne trouve pas chez lui d'exemple d'expérience personnelle offert comme source d'observation venant confirmer la théorie mimétique. Cela n'est pas étonnant, puisque une des caractéristiques centrales des phénomènes mimétiques, c'est qu'ils ne se livrent pas d'emblée comme tels à ceux qui y sont engagés. On les découvre qu'après coup, à la réflexion, lorsqu'on fait retour sur sa propre expérience ou celle des autres. Qui est engagé dans un phénomène mimétique de rivalité, de fascination amoureuse ou de jalousie, dans des places de Jean-Pierre, échoue par définition à l'observer comme tel. Car il est une méconnaissance inhérente qui forme une dimension essentielle des rapports mimétiques. Soit on est pris dans un conflit mimétique et son caractère mimétique nous échappe, on ne peut l'observer, soit il nous apparaît comme tel, sa dimension mimétique se donne ouvertement, et c'est que nous en sommes maintenant sortis. C'est ça le truc. Le mimétisme n'est pas un objet possible d'observation participatrice. S'il nous concerne inévitablement, puisque nous sommes tous mimétiques, mais il n'est pour chacun observable qu'après coup. Cela a une incidence quant au genre de preuves susceptibles de révéler la présence de phénomènes mimétiques et de fonder la théorie. Ces preuves ne peuvent être que des documents, des traces, puisqu'il n'y a pas par définition d'observation directe possible.
Pour parler comme Derrida, le mimétisme n'est jamais présent. Or, les documents sont toujours seconds, tant au point de vue chronologique que phénoménologique par rapport à ce dont ils parlent ou ce dont ils gardent la trace. Moss disait que les phénomènes sociaux sont des phénomènes historiques, voulant dire par là qu'ils sont irréversibles et irrévocables, car on ne peut changer le passé, et tout document est certainement un objet historique. Cependant, toute preuve documentaire est réfutable, et les documents sur lesquels elle s'appuie peuvent être révoqués, soit en montrant que, comme la donation de Constantin ou les protocoles des sages de Sion, ce sont des faux, ou qu'ils sont des documents de toute autre chose, qu'ils ont été mal interprétés. Si les faits historiques peuvent être rejetés, ne peuvent être rejetés, les documents qui nous assurent leur réalité, eux, le peuvent. Les documents qui ne constituent que des preuves, le plus souvent doublement indirectes, dont l'effet, cependant, ne vient que de la cohérence entre plusieurs documents indépendants, comme l'avait bien vu Occard, comme nous l'a fait remarquer il y a longtemps, Lucien Stula, d'ailleurs. Doublement indirect ou encore réflexivement indirect. Car si, d'une part, la cohérence d'ensemble de plusieurs documents indépendants nous assure de la conclusion qu'ils soutiennent, celle-ci, cette conclusion, vient en retour renforcer l'assurance que nous pouvons accorder à chaque document pris individuellement. Dès lors, le problème n'est pas d'avoir la documentation la plus complète possible, comme chez Moss, il n'est pas tant d'avoir la documentation la plus complète possible que de découvrir des traces, des indications cohérentes au sein de documents qui, pour la plupart, ne visaient pas à être la trace de ce dont ils sont la trace. Ça, c'est une grande caractéristique des documents. Ils sont traces de quelque chose qui n'arrive pas, elles ne veulent pas être la trace de ce truc-là. Hein? La fuite d'Ulysse, pour prendre un exemple chez Girard, et de ses compagnons de la caverne de Polyphème, accrochés sous le ventre des brebis, racontés par Homère, ne vise pas à être la trace du mécanisme sacrificiel. Et elle n'apparaît comme telle qu'au terme d'analyse et de comparaison, de mise en rapport avec de nombreux autres documents. Ça, c'est très pas. Donc ça, c'est très différent que de l'observation. Ainsi, si Girard n'observe pas, il compare. En essence, la comparaison lui est plus essentielle encore qu'elle ne l'est pour Moss, car pour démontrer la présence de l'objet qui l'intéresse, c'est tout ce qu'il a, la comparaison. Grand et fin lecteur de textes, il compare des textes, nous dit-il souvent. Ça, c'est Girard qui dit ça, je compare des textes. Cela n'est pas tout à fait vrai. Girard ne compare pas tant des textes, comme on le fait par exemple en littérature comparée ou en histoire littéraire, mais des faits qui se rencontrent dans plusieurs textes. Comme par exemple le sacrifice d'Isaac, la bénédiction de Jacob ou la fuite d'Ulysse, trace convergente de la substitution animale de la victime ou désirée par les yeux des autres dans le curé impétinant de Cervantes, l'éternel mari de Dostoïevski ou Troilus et Cressida de Shakespeare. Ce qui est au centre de ces analyses, ce ne sont pas les textes eux-mêmes, leurs caractéristiques littéraires ou esthétiques, les problèmes de composition ou de stratégie narrative, mais des faits, des phénomènes mimétiques récurrents ou plus ou moins institutionnalisés, dont les textes témoignent, dont ils relèvent ou reflètent la présence. Il est en ce sens fidèle à l'injonction de Moss, selon laquelle l'ethnographie comparée n'a d'intérêt que si elle compare des faits plutôt que des cultures. Pour Girard, la comparaison entre les textes n'a de sens que si elle compare des faits plutôt que des textes, que si elle met en évidence la présence de ces faits sociaux, des phénomènes mimétiques, qui transcendent les textes où on les trouve. C'est aussi ce dont il s'autorise pour rapprocher entre eux des documents de type très différents. Textes et phénomènes sociaux, un mythe et un rituel, une tragédie grecque et un sacrifice, un passage de Berlin et le kudos en Grèce archaïque, un traité de l'armée militaire et un poème. Car tous sont des documents qui témoignent d'autre chose, de la crise sacrificielle ou de critères ou du caractère mimétique des rivalités, et c'est ce qui est visé au-delà d'eux, au-delà des documents. Il s'ensuit que sa démarche est à la fois toute proche et radicalement différente de celle des tenants de l'intertextualité, car ceux-ci voyaient dans la comparaison et les rapprochements textuels la preuve que tout n'est que texte, que tout texte répond premièrement aux exigences propres de la textualité, plutôt qu'il ne reflète une réalité qui lui est extérieure. Ce qui, soit dit en passant, revient à dire qu'aucun texte ne peut être un document.
Pour Girard, au contraire, la comparaison n'a de sens que parce qu'elle nous renseigne sur une réalité extratextuelle. Il me reste combien de temps, Monsieur le Président? Bonne question. Pensez-vous? Assez longtemps, probablement. Oui, tu as encore 8 minutes. Oh, ça va. Ok, good. Voilà. La civilisation et l'hypothèse mimétique de l'origine, c'est ma dernière section. Pourquoi comparer? Tant pour Girard que pour Moss, la réponse à cette question est en essence la même. C'est parce qu'il existe des faits qui transcendent ou échappent aux cultures, aux sociétés ou aux textes pris individuellement que la comparaison s'impose. Des faits qui se rencontrent ailleurs sous une forme identique, équivalente, ou au contraire sous une forme significativement différente, mais qui sont néanmoins les mêmes. Ce sont précisément ces variations et cette continuité qu'il s'agit de comprendre. Pourquoi existe-t-il entre des sociétés très éloignées dans l'espace et le temps, ou les deux, non c'est pas l'espace ou le temps, mais l'espace et le temps, donc, entre lesquels, à première vue, il n'y a pas eu d'échange, mais où on trouve des institutions, des faits sociaux qui se ressemblent ou sont du même type. C'est ça la question. Comment? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? En fait, cette réponse peut sembler paradoxale, cette réponse à la question, le principe de Girard et de Moss, puisqu'elle revient à dire que la raison pour laquelle il nous faut comparer, c'est parce que nous comparons toujours déjà. En effet, s'il se pose la question de savoir pourquoi il existe des institutions, des faits sociaux, identiques ou ressemblants, dans des sociétés très différentes, c'est parce que nous sommes capables de les reconnaître comme semblables, malgré leurs différences. Ce qui suppose que nous les comparons déjà spontanément et avons un accès épistémique immédiat à un certain nombre de similitudes. Certes, les faits en question pour nos deux auteurs ne sont pas les mêmes, nous y reviendrons tout de suite, je crois cependant que ce trait, l'importance de comparer, les distingue, Girard et Moss, de plusieurs autres approches en anthropologie qui conçoivent le savoir anthropologique exclusivement comme l'étude de la différence et de la particularité des diverses cultures et, en conséquence, mettent en garde contre l'accès spontané aux ressemblances entre les cultures. Moss s'est beaucoup intéressé à la technique, aux techniques et aux objets qui leur sont liés. De plus, Henri Hubert, son frère de travail, comme il le nomme parfois, était archéologue. Et pour l'archéologue, avant l'invention de l'archéologie virtuelle contemporaine, du moins, la première denrée, les documents fondamentaux, sont des objets. Or, parmi ces faits sociaux qui se retrouvent identiques ou étroitement apparentés dans plusieurs sociétés ou cultures, Moss insiste sur l'importance des objets. Par exemple, la flûte de Pan, la raquette à neige, la cuirasse ou la palissade. En vérité, Moss considère même le fait pour des objets d'être communs à plusieurs sociétés comme le trait caractéristique des faits de civilisation. Ces faits, alors je cite Moss, ces phénomènes ont tous une caractéristique importante, celle d'être communs à un nombre plus ou moins grand de sociétés, à un passé plus ou moins long de ces sociétés. 3 minutes, bah ben, et on peut leur réserver le nom de phénomènes de civilisation. Par définition, pour Moss, une civilisation a pour lui une extension géographique supérieure à celle d'une société. Elle est caractérisée par des traits qui sont communs à plusieurs. La présence ou l'absence de certains objets permet alors de définir l'ère d'extension d'une civilisation. Cependant, le statut de la notion de civilisation chez Moss me semble assez difficile à déterminer. Ben, c'est important puisque les faits de civilisation, c'est les faits qui sont communs à plusieurs sociétés. Mais en même temps, c'est quoi une civilisation? C'est pas clair. On pourra discuter de pourquoi ce problème se pose chez Moss, en fait. Le statut du fait de la civilisation chez Moss me semble assez difficile à déterminer. D'une part, la civilisation, ce n'est pas une explication. Dire que plusieurs faits communs à plusieurs cultures relèvent de la même civilisation ne nous dit pas pourquoi ils leur sont communs. Ce semble être une façon d'éviter d'avoir à répondre à un certain nombre de questions qui se posaient à l'époque concernant la diffusion de différents objets ou pratiques ou concernant l'influence d'une culture sur une autre. Cette civilisation, de toute façon, on appelle ça cette civilisation, on n'a pas besoin d'en parler. La notion la notion de civilisation, en ce sens, serait purement descriptive. Certes, tous les faits ou phénomènes sociaux présents dans plusieurs sociétés ne sont pas des objets matériels. Par exemple, le don, j'en parle, merde. Le sacrifice,
sont des faits sociaux totaux qui correspondent à des institutions spécifiques, mais ils ne semblent pas pouvoir servir de critères permettant de distinguer entre elles différentes civilisations. Je ne crois pas que Moss ait jamais écrit qu'il y avait une civilisation du don ou du sacrifice. Cependant, Gérard, s'il ne l'a pas écrit, a écrit quelque chose d'assez proche, me semble-t-il. Sauf qu'il n'y a pas chez lui de notion de civilisation. À ma connaissance, il n'y a pas de notion de civilisation chez Gérard. Il a bien écrit qu'il y a tout un ensemble de sociétés pour qui le sacrifice est fondamental, et d'autres sociétés où ce n'est pas le cas. Enfin, une seule, enfin, pas son. Alors que c'est ce sur quoi j'aimerais terminer par quelques courtes remarques. Je vais donc arriver dans mes 3 minutes. Alors que pour Moss se pose la question de pourquoi certains faits sociaux, institutions, objets pratiques, techniques ou rituels sont communs à plusieurs cultures, mais pas à d'autres, que d'autres encore semblent universels, chez Girard, le problème se pose tout autrement. C'est que pour Moss, la multiplicité, la pluralité des cultures, non seulement les ressemblances et les différences, mais aussi les répartitions inégales, sont une donnée première. Alors que pour Girard, au vu de son hypothèse originelle et fondatrice, la question qui, à la fois se pose et en un sens ne se pose pas, est pourquoi toutes les cultures ne sont-elles pas identiques? Alors que chez Moss, il s'agit d'expliquer des différences qui sont déjà données, ici, chez Girard, il faut rendre compte de comment surgissent les différences à partir d'un mécanisme originel, maintes fois répété, souvent indépendamment, mais en principe toujours le même. La réponse est que la méconnaissance essentielle au succès du mécanisme est source de variations aléatoires. Bref, chez Girard, la contingence occupe une place importante dans l'explication des différences. C'est pourquoi, en un sens, la question ne se pose pas, parce que, en principe, on peut toujours dire, c'est par hasard que le mécanisme, dans un cas, évolue vers la royauté sacrée, et dans l'autre, vers la chasse aux têtes. Que dans un cas, il donne naissance à la domestication des animaux, et dans un autre, non. Or, si en un sens, cette réponse est philosophiquement satisfaisante, effectivement, en un sens, il n'y a pas à chercher plus loin. Scientifiquement, elle est insatisfaisante ou insuffisante et paresseuse, puisqu'il faut en principe, à chaque fois, faire l'histoire du développement du mécanisme vers telle ou telle institution et préciser les raisons des différentes bifurcations. Merci. Merci Paul d'ouvrir un champ de discussion extraordinairement intéressant. Vous posez la question de méthodologie, pas seulement théorique, mais méthodologique. Et c'est vrai que Moss est en fait extraordinairement soucieux de méthodologie. Absolument. Pas seulement de magnétographie. Je viens de lire récemment, j'ai enfin réussi à lire le texte de Moss sur la prière, je l'ai publié, qui est absolument passionnant d'un point de vue méthodologique. Il y a un souci de définition, de délimitation des champs d'études absolument fantastique. Alors après, tu laisses entendre, si j'ai bien compris, qu'il y a une similitude de démarche entre Girard et Moss, de ce point de vue-là. Alors ce qui est semblable, c'est que l'un comme l'autre serait immédiatement invité de l'université française, en tout cas ne pouvait pas être recruté à l'université française. Moss, c'est absolument impossible qu'il soit nommé dans un département d'ethnologie en France, etc. Non, mais ça, je suis d'accord. D'accord, ils ont un souci théorique, donc à la porte immédiatement, ça c'est clair. Donc ça c'est vraiment un point commun. Mais après, sur un point méthodologique, j'ai l'impression, au contraire, que les démarches sont très très opposées. Alors, je ne veux pas prendre la parole, c'est mon président. Ça prend quand même, mais bon. C'est pour montrer l'informative, c'est pas un C'est pour montrer l'enjeu de la discussion, c'est fondamental. Parce que c'est vrai qu'il y a une tendance chez Girard à procéder un petit peu comme Eliade. C'est-à-dire qu'on prend un élément et puis on essaie de retrouver des équivalents un peu partout. Il me semble que Moss ne fonctionne vraiment pas comme ça, même s'il retrouve une certaine universalité malgré tout. Alors comment, par quelle méthode, ça serait un vaste débat. Excusez-moi d'avoir pris un peu la parole, mais je trouve que c'est un sujet absolument passionnant qu'a soulevé Paul. Lucien, excuse-là. Oui, tout d'abord, je voudrais remercier Paul pour son exposé merveilleux et d'avoir fait de la publicité pour le manuel d'ethnographie, qui est un ouvrage méconnu. Et je regrette que Florence Weber, qui republie tous les textes de Moss, elle l'exécute en 2-3 lignes. Ouais, au début oui, c'est très choquant. Enfin, manifestement, elle n'a pas lu, on ne l'a pas compris. Donc c'est un texte très important. Et je crois que le drame de l'anthropologie actuelle,
Moi, j'ai connu un peu cette période parce que quand j'étais étudiant à l'Institut d'ethnologie, il y avait Leroi-Gourhan qui s'occupait de la technique et Roger Bastide, qui a fait une très belle thèse sur les religions africaines au Brésil, qui faisait la partie anthropologie sociale. C'est-à-dire qu'il y avait tout un travail qu'on faisait sur les techniques. Et je pense que pour rapprocher Girard et Mauss, c'est cela qu'il faudrait faire. C'est-à-dire que Leroi-Gourhan montre bien qu'il n'y a pas à s'étonner que certaines techniques se diffusent. Parce que les hommes, il faut raisonner en termes de problèmes et de solutions. Et pour certains problèmes, il y a des solutions meilleures que d'autres, et certaines sont optimales. Il y a une phrase bien connue de Leroi-Gourhan qui dit que l'herminette est la solution du problème du bois, et le fuseau, la solution du problème du fil. Donc pour résoudre certains problèmes techniques, il peut y avoir parfois plusieurs solutions, d'où le fait qu'il peut y avoir des variétés, mais en même temps, il y a des solutions qui s'imposent. Et moi, je soutiens toujours qu'il faut essayer de penser les rituels à partir de l'idée que leurs formes sont aussi importantes que la forme d'un objet technique pour qu'il puisse exercer sa fonction. Je peux faire une remarque, enfin, voilà. Okay. Et donc c'était simplement pour te dire, voilà, que peut-être qu'il ne faudrait pas, enfin, il y aurait peut-être, voilà, je trouvais un pont entre Girard et... Non, mais je suis pas contre trouver un pont, au contraire. Je pense que je voudrais ouvrir une autre discussion que la discussion sur la thématique du don et la thématique du sacrifice, comme prenant toute la place et en fait qu'on peut approcher ces problèmes de façon différente. Et puis ensuite, on reviendra à ces problématiques-là autrement. Je vais juste faire une remarque sur Leroi-Gourhan, pour ainsi dire. J'ai l'impression que la position de Mauss est légèrement différente quand même de celle de Leroi-Gourhan parce que il est frappé, parce que bon, c'est bon, on n'est pas toujours sûr quelle est la théorie, ça, mais il est frappé par certains trucs. Et une des choses qui les frappe particulièrement, c'est le fait que les Esquimaux n'utilisent pas la raquette à neige. Hein? Les Esquimaux n'utilisent pas la raquette à neige. Alors que tous les Indiens qui vivent dans ces régions utilisent la raquette à neige. Les Esquimaux, bon. Alors, pour lui, le refus des techniques est un choix politique et social fondamental. Donc, à ce moment-là, évidemment, je ne dis pas que ça infirme ce que tu dis, mais en tout cas, ça fait une torsion, puisqu'on ne peut pas aller directement d'une solution optimale à une diffusion. Voilà ce que ça impose. Alors, là, évidemment, la question va se poser maintenant de quel poids il faut accorder à ces choses-là et tout. Mais bon, c'était juste une remarque à ce niveau-là. Voilà. Et je vais quand même... je voudrais juste dire quelque chose au sujet de ce que le président a dit et qu'il n'a pas dit, puisqu'il n'a pas parlé, vous avez remarqué. Je voudrais juste dire qu'effectivement, oui, il y a une différence méthodologique fondamentale entre Girard et Mauss, mais ce sur quoi je voulais mettre l'importance, c'était presque ontologique, sans H, excuse-moi, au sens suivant, c'est-à-dire que pour Mauss, Mauss insiste beaucoup sur le caractère social de tous les phénomènes qu'il étudie, même si c'est l'herminette, même si c'est les objets. Il insiste beaucoup ça. Et il y en a qui ont cette caractéristique de pouvoir transcender les sociétés dans lesquelles on les trouve. Alors, quel est leur statut? C'est un problème fondamental pour lui, je crois. Quel est le statut véritable de ces objets-là? Et ils sont sociaux, mais ils ne sont pas attachés à des sociétés. Et pourtant, on écrit pendant des centaines de pages que ce qui est fondamental, c'est qu'ils sont attachés à des sociétés. Où est-ce qu'on va les mettre? C'est un problème. Et je ne pense pas qu'il ait de réponse claire, mais je veux dire, ce qui est intéressant, c'est qu'il a trouvé ce problème et qu'il y fait face. Et ce que je voulais dire, c'est que d'une certaine façon, Girard s'intéresse à ce même genre d'objet. Maintenant, méthodologiquement, que la façon de les approcher soit différente, c'est autre chose, mais il s'intéresse à ce même genre d'objet. Il s'intéresse à des objets qui sont communs, comme le sacrifice, comme des rivalités mimétiques, par exemple les frères ennemis, qu'on rencontre dans plein de sociétés, le rejet des jumeaux. Alors, il s'intéresse à ces choses-là et se pose la question de comment ils existent, puisqu'ils n'existent pas simplement. Et c'est là qu'on est en porte-à-faux, tu as raison, avec les anthropologues universitaires qui disent, mais tout ça, c'est lié à des cultures particulières avec, on écrit le code, quoi, pour ainsi dire, de la culture. Mais là, non, ça ne marche pas. Et ça, je pense que c'est intéressant, quoi. C'est cette proximité que je voulais mettre en évidence, sans nécessairement dire que c'est pareil, quoi.
C'est la limite du président l'a dit. Ah, si tu poses la question, il faut que tu C'est la... pas que tu demandes la parole. Pas à moi. C'est pas à lui. Moi, j'explique pour Oui, rien. Moi, j'ai perdu mon job. Ouais. Tu demandes la parole, c'est ça. Bon, d'accord. Oui, je voulais revenir sur un point qui me paraît fondamental et au fond... Plus fort. Pardon, j'ai oublié le micro. Oui, je voulais revenir sur un point fondamental et que tu as évoqué en passant, mais il faudrait pouvoir s'y arrêter, c'est la dichotomie observation-participation. Oui. Parce qu'il y a au fond c'est très important pour expliquer aussi comment on passe justement de la résolution, enfin de la crise mimétique à la résolution sacrificielle. C'est-à-dire qu'il y a l'idée aussi qu'à la crise mimétique, on ne peut pas ne pas participer. C'est-à-dire que ça finit par inclure tout le monde. Et qu'une fois que tout le monde est inclus dans l'histoire, ça s'auto-organise de façon à ce qu'effectivement, où tout d'un coup, ça bifurque vers effectivement un tous contre un. Bon. Et effectivement, il n'y a pas d'observateur. Il ne peut pas y avoir d'observateur. On ne peut pas s'exclure, c'est fondamental. Et du coup, c'est fondamental pour la réussite de ce phénomène, et c'est indispensable aussi pour la réussite du rituel. Parce qu'au fond, le rituel est instruit par l'expérience du phénomène. Enfin, c'est comme ça que je le comprends. Okay. Même si cette instruction est évidemment biaisée. L'interprétation du phénomène est fausse, mais il est quand même instruit. Donc il y a un savoir pratique qui est délivré quand même par l'expérience fondatrice. Et ça, ça me paraît important. Et d'une certaine manière aussi, tout à l'heure, je voulais répondre à ce qu'a dit la dame sur l'interdit explique la possibilité des rapports sociaux. Mais des rapports sociaux non animaux. La sortie de l'animalité, c'est-à-dire que tout ça, là, ce processus d'exopraxie, d'exogamie, aboutit à finalement à des pratiques, à une éducation qui permettent justement à la sortie de l'animalité et d'une certaine la naissance de l'humanité. Et donc s'accorder là-dessus, ça me paraît pour moi très important, parce que sinon on a un mot, mais on ne sait pas ce que ça recouvre. Et donc je vous l'explique. C'est pour moi un débat qui, pour moi, est encore à faire, parce que on ne veut pas le mener. Et donc il y a une espèce d'aveuglement ou d'auto-aveuglement d'humanité sur elle-même. Et donc pour moi, politiquement, c'est quand même un enjeu fondamental. J'évoquais juste le décalogue et les 10 commandements, c'est tout. Oui, mais... Attends, parce qu'on a fini normalement. Il y a une toute petite dernière question. Non, j'insiste lourdement. Oui. Mimétiste, pas d'observateur pour la réussite du rituel. On est typiquement ce cas dans le mythe d'Hiram en franc-maçonnerie. Dans le mythe d'Hiram en franc-maçonnerie. Bon, très bien. Très bien, on est d'accord. Mais je ne le connais pas, mais je suis content. Il va falloir que je fasse quelque chose. Bien. Lucien, un dernier mot. Moi, je cherche toujours les solutions aussi. C'est que c'est vrai que si Girard a raison, c'est-à-dire si la méconnaissance, moi j'ai toujours été très réservé là-dessus, est aussi importante que Paul vient le rappeler et qu'ensuite Jean-Pierre également, effectivement c'est inobservable. Mais heureusement, il n'y a pas une rupture complète entre les sociétés animales et les sociétés humaines. On le rappelait tout à l'heure à propos du don, les singes aussi font les guerres, et Lawrence, et d'ailleurs c'est le mérite de Girard, au début de la violence et le sacré, de partir de l'éthologie, avant de faire appel à l'ethnologie. Et il y a chez Lawrence des descriptions qui montrent qu'il y a une sorte de phénomène genre de type bouc émissaire, où parfois d'ailleurs c'est contre un intrus imaginaire que se fait une sorte d'expulsion. Et ça se termine par un cérémonial de triomphe. Ils sont très contents d'avoir expulsé une sorte d'intrus imaginaire, donc dans des populations d'oies. Donc je crois que des observations sont possibles, et là encore, c'est la séparation des disciplines. Alain a fait un numéro autrefois de la Revue du Mot sur cette question, c'est la séparation trop tranchée entre les disciplines. On voit bien qu'à l'intérieur de l'ethnologie, j'en parlais tout à l'heure, entre la technologie culturelle et l'anthropologie sociale, et puis là, entre la biologie et l'ethnologie, qui est un obstacle
à justement à des observations comparatives en poussant plus loin la comparaison. Voilà. C'est ça que je voulais dire simplement.